Chapitre 2, respiration fermentation, comment la matière organique est-elle utilisée comme source d'énergie par la cellule. Deuxième vidéo, les cellules fermentent. Alors on va commencer par la fermentation alcoolique des levures et on va mettre en évidence la production de dioxyde de carbone. Donc des levures sont mises en culture dans un milieu glucosé, donc on leur a donné à manger. Le flacon est complètement rempli, bouché, et le tube à dégagement ne permet pas l'entrée d'air et le renouvellement de dioxygène. Donc ça c'est important, on prive la culture de dioxygène. Très rapidement, on observe un bouillonnement et un dégagement de gaz. Alors fermenter, ça vient du latin fervere qui veut dire bouillir. Donc on peut recueillir dans l'éprouvettes le gaz dégagé par la culture levure. Un test à l'allumette montre que ce n'est pas du dioxygène puisque l'allumette s'éteint. Et un test à l'eau de chaud montre qu'il s'agit de dioxyde de carbone. L'enregistrement Exao confirme le dégagement du dioxyde de carbone puisque à partir du moment où on injecte du glucose, on a une augmentation de CO2 dans le milieu. Nous allons maintenant mettre en évidence la production d'alcool. Donc la détection de l'alcool pendant le processus peut se faire de deux méthodes. Soit on utilise des alcotests, soit on monte un montage Exao avec une sonde à éthanol. Encore faut-il en posséder une au lycée. En général on en a une, mais l'alcotest aussi est assez sympathique. Donc l'alcotest, il est basé sur une réaction chimique entre l'alcool et le bichromate de potassium. Ce bichromate est jaune à l'état naturel et il vire au vert en présence d'éthanol avec une forte production de chaleur. Donc on peut faire ce petit montage là en ECE, vous prenez une bouteille, vous mettez des levures, du sucre, de l'eau, vous mettez quand même une température au bain-marie 38 degrés pour que ça fonctionne bien. Vous faites un embout bien hermétique avec le ballon de baudruche, vous insérez une cartouche de test d'alcoolémie et vous laissez faire. Au bout de quelques heures, le gaz va se dégager, va faire gonfler le ballon de baudruche et en traversant la cartouche du test d'alcoolémie, on a des vapeurs d'éthanol qui vont faire changer de couleur le bichromate de potassium. Donc voici l'alcotest avant la réaction et après la réaction. On voit bien le changement de couleur, jaune passé à vert très foncé voire noir. Donc il y a un dégagement d'alcool qui est prouvé ici. Avec l'Exao, donc on va installer une sonde à éthanol, on va brancher sur le PC avec l'interface, on va faire un enregistrement et on va voir qu'effectivement, en absence de dioxygène, les levures produisent de l'éthanol. Donc en absence d'O2, certaines cellules eucaryotes oxydent la matière organique pour produire de l'énergie. Cette oxydation elle est incomplète puisqu'il reste à la fin un résidu organique, ici l'éthanol, pour la fermentation alcoolique. Donc globalement, une fermentation alcoolique, on part de C6H12O6, on obtient du dioxyde de carbone, deux molécules d'éthanol et de l'énergie. Intéressons-nous maintenant à la fermentation alcoolique et à la production d'ATP. Donc si on prend deux milieux de même volume qui contiennent de l'eau et du glucose en excès, on ajoute une même quantité de levure, un milieu avec du dioxygène, l'autre non. Donc ces deux milieux sont placés quelques jours dans des conditions favorables identiques. Donc document 1A, vous avez l'observation microscopique optique de levure, identique dans les deux milieux. Vous avez, faites attention sur la photographie, on voit une croix, c'est une cellule de Malacée. Donc c'est une lame avec un quadrillage qui est déjà dessiné qui nous permet de compter les cellules. Si on attend quelques jours, voici les résultats des cultures. Première ligne en présence de dioxygène, deuxième ligne en absence de dioxygène. Et en plus de compter les levures, on fait une mesure de la quantité d'ATP, donc d'adénosine triphosphate, molécule énergétique, produite dans le milieu par mol de glucose consommé. Qu'est-ce qu'on constate? Que d'abord en présence de dioxygène, la population de levures a fortement augmenté. Au départ, on compte une moyenne de 6 levures par case sur la cellule de Malacée et presque 29 au bout de quelques jours. Donc on observe en parallèle la production de 36,3 mol d'ATP par mol de glucose. Si on s'intéresse maintenant à la culture en absence de dioxygène, on constate que la population a peu augmenté au départ, donc on avait 6 levures et on en a presque 17 au bout de quelques jours. Et on a en parallèle la production de 2 mol d'ATP par mol de glucose. Donc qu'est-ce qu'on en conclut? Que la fermentation produit de l'énergie, mais à un rendement moindre que la respiration. Suffisamment quand même pour que les levures se multiplient un petit peu. Une expérience historique maintenant avec Pasteur qui a réalisé des cultures de levure en présence de glucose.
dans des conditions de concentration en dioxygène décroissantes de l'expérience 1 à 3. Donc première expérience, on a des levures au contact du dioxygène de l'air. Vous voyez qu'à la fin de l'expérience, il y a très peu d'alcool relevé et le rendement de la culture, exprimé en milligrammes de levure formée par gramme de glucose consommé, est de 250. Donc 250 mg de levure produite par gramme de glucose consommé. Dans la deuxième expérience, on met à disposition des levures un air appauvri en dioxygène. Et dans la troisième expérience, une absence totale de dioxygène. Donc la première expérience, on constate que les levures se sont fortement développées, mais sans produire d'éthanol. Elles disposent de dioxygène. Elles ont donc pratiqué la respiration. Dans la deuxième expérience, les levures se sont faiblement développées et ont produit un petit peu d'éthanol. Elles disposent de peu d'oxygène. Elles ont donc dû pratiquer une respiration. Et quand l'oxygène a disparu, parce qu'elles l'avaient entièrement consommé, elles ont réalisé une fermentation. Dernière expérience, les levures sont très faiblement développées, elles ont produit énormément d'éthanol, donc elles ne disposaient pas de dioxygène, donc elles ont forcément pratiqué la fermentation. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que la fermentation permet donc de produire suffisamment d'énergie pour la survie des levures, puisqu'en dernière expérience, les levures se sont quand même un petit peu multipliées. Et ce peu d'énergie produit permet donc aux levures non seulement de survivre, mais de se multiplier un tout petit peu. Maintenant, intéressons-nous plus en détail à cette fermentation alcoolique. On prend une cuve hermétique, on la relie à une sonde qui permet de mesurer la concentration en CO2. On remplit totalement la cuve avec une suspension de levure. Le milieu est dépourvu d'oxygène. Donc on va provoquer une fermentation. En début de manipulation, on injecte dans la cuve une solution de glucose, on leur donne à manger. Donc qu'est-ce qu'on observe? Ici, on a l'évolution de la concentration en CO2 dans la cuve en fonction du temps. On constate que la concentration en dioxyde de carbone dans la cuve, elle augmente seulement à partir d'1 minute d'incubation, pas dès le début. Ça veut dire quoi? Que nos levures, elles ont mis 1 minute avant de déclencher la fermentation. Ça veut dire qu'elles ne sont pas en mode fermentation automatiquement. Il a donc fallu un temps d'adaptation de la cellule au substrat et au mode de production d'énergie qu'elle choisit. Le temps qu'elle réalise qu'elle n'a pas d'oxygène, il faut qu'elle bascule en mode fermentation. Donc les levures sont programmées pour faire préférentiellement une respiration et en cas de besoin, elles font une fermentation. Si on regarde l'évolution de la quantité de glucose dans le milieu, en début de manipulation, on a beaucoup de glucose. Au bout de 7 minutes, on en a 2 fois moins. Donc la quantité a diminué, ce qui veut dire que le glucose est le substrat énergétique utilisé par les levures. Donc ici, on a des levures qui utilisent le glucose, mais sans oxygène. On a vu dans la vidéo précédente qu'elles utilisent le glucose avec de l'oxygène et ont un rendement de 36 ATP. Donc on va essayer de voir comment le glucose est utilisé par les levures. On sait donc que le glucose, c'est la molécule dégradée lors de la respiration. Donc ça paraît logique que ce soit elle aussi qui soit utilisée en fermentation. On reprend l'expérience qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente, où on met des cultures de levure en présence ou en absence de dioxygène dans des milieux contenant une faible quantité de glucose marquée au carbone 14. Ça nous permet de suivre le glucose et de voir son trajet dans les cellules. On réalise des prélèvements à différents temps pour détecter la présence du glucose et du carbone 14 et identifier les molécules radioactives présentes dans les différents compartiments, principalement intracellulaires et extracellulaires. Donc, sur le tableau, vous avez les 3 temps, T0, T1, T2, et 2 colonnes, une culture en absence de dioxygène, une culture en présence de dioxygène. Et on va chercher le glucose radioactif, en tout cas le carbone radioactif, dans le milieu extracellulaire et dans le milieu intracellulaire. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ce soit en présence ou en absence de dioxygène, on constate qu'au cours du temps, le glucose absent du milieu intracellulaire en début d'expérience, à T0, regardez à l'intérieur de la cellule, il n'y a pas de glucose, passe dans le milieu intracellulaire. Regardez au temps 1, on voit du glucose dans le milieu intracellulaire. Donc au bout du temps 2, le glucose est totalement entré dans la cellule car il n'existe plus dans le milieu extracellulaire. On n'a plus rien. Regardez mes ronds verts. Par contre, est-ce qu'on retrouve du glucose dans le milieu intracellulaire? Non. On retrouve du pyruvate. Donc ici,
Le glucose a été transformé en pyruvate dans le milieu intracellulaire, et ce, que ce soit en présence ou en absence de dioxygène. On a donc ici une première étape de transformation du glucose en pyruvate, et cette transformation, on la connaît, c'est la glycolyse. Donc je vous rappelle que la glycolyse, elle se passe dans le hyaloplasme. Le hyaloplasme, qu'est-ce que c'est? C'est le liquide de base du cytoplasme. Le cytoplasme, c'est ce qu'il y a entre le noyau et la membrane. C'est le liquide hyaloplasme plus les organites, mitochondries, réticulum, chloroplastes éventuellement, etc. Donc la glycolyse, elle a lieu dans le hyaloplasme et elle permet de transformer une molécule de glucose en 2 acides pyruviques. Elle va se faire en utilisant un transporteur de protons, qui va récupérer donc 2 protons, et en parallèle nous avons la production de 2 ATP. Dans la fermentation alcoolique, ces 2 acides pyruviques vont d'abord être transformés en éthanal. Ils vont perdre donc 2 CO2 et cet éthanal va être transformé en éthanol. Donc ici, cette transformation éthanal-éthanol se fait par régénération du transporteur R'. Les levures, elles sont capables de respirer et de fermenter. Elles peuvent faire les deux. Donc dans un premier tube à essai, donc on va le prouver qu'elles sont capables de respirer et de fermenter, il y a des levures dans de l'eau avec une concentration de 40 g par litre de glucose placées à 28 degrés et oxygénées grâce à un bulleur. Donc on les chauffe pour que les enzymes puissent fonctionner, pas trop sinon on les tue. Il y a les levures, il y a l'oxygène. Et il y a du substrat, du glucose. Dans un second tube à essai, on va mettre les levures, le glucose, mais on va faire bouillir cette eau pour évacuer tout l'oxygène dissous qu'elle contient. Et donc ici on a un milieu anaérobie. Si le tube numéro 1 possède de l'oxygène, c'est un milieu aérobie. Le deuxième tube est un milieu anaérobie. Donc lors d'expérience, on a un gaz qui se dégage et on va le recueillir. On va faire un test à l'eau de chaux. Pour le premier tube, l'eau de chaux se trouble légèrement, donc il y a présence d'un peu de CO2. Pour le deuxième, l'eau de chaux se trouble, il y a donc du CO2. On va réaliser un alcotest pour mettre en évidence la présence d'éthanol. Pour le premier alcotest tube 1, les cristaux sont devenus partiellement verts, ce qui signifie qu'il y a une faible présence d'éthanol lorsque le milieu est oxygéné. Pour le second tube, les cristaux sont devenus entièrement verts. Il y a donc de l'éthanol quand le milieu est non oxygéné. Donc faites attention sur la photographie. L'expérience 1 est à droite, l'expérience 2 est à gauche. Ça a été inversé. On va détecter maintenant le glucose à la fin de l'expérience. Vous avez ici le tube de glucotest. Vous avez 2 languettes qui ont été posées juste devant. En bas à gauche, le tube 1, à droite, le tube 2. Pour le tube 1, on voit une couleur turquoise, donc c'est une absence de glucose. Pour le tube 2, un léger vert, c'est un glucose à 5 g par litre environ. Bon, je sais, on n'arrive pas trop bien à lire la photo, mais quand même, on reconnaît les couleurs. Si on fait un enregistrement hexao, dans le tube numéro 1, on enregistre une diminution d'oxygène, une augmentation de CO2. Dans le tube numéro 2, on va enregistrer d'abord une diminution de O2, une augmentation continue de CO2 et à partir du moment où on n'a plus d'oxygène, une augmentation d'éthanol. On a forcément la diminution du glucose. Donc le tube numéro 1, disparition d'oxygène, apparition de CO2, respiration, c'est évident. Le tube numéro 2, c'est un peu plus compliqué. On a un changement de régime. Vous voyez? Donc avant, on est dans le profil respiration. Diminution O2, augmentation de CO2. Mais à partir de la barre orange, donc environ à 200 secondes, on a un changement de régime. On n'a plus d'oxygène, mais on a de l'éthanol qui apparaît. Donc ici, on est en fermentation. Alors, si on reprend les courbes individuellement, évolution de la concentration d'oxygène dans une suspension de levure. On va faire une injection de 3 ml de glucose au début de la respiration. Donc on constate qu'en début de l'expérience, la quantité de O2 diminue. Puis quand on injecte du substrat, le glucose, la quantité chute fortement. Donc il n'y a quasiment plus d'oxygène dans le milieu. Donc ici, on a eu une respiration. On en déduit donc que les levures respirent dans un premier temps.
Si on fait l'évolution du taux d'alcool dans la suspension de levure, on injecte nos 3 ml de glucose en début, on s'aperçoit qu'on n'a quasiment pas d'éthanol. Par contre, à un moment donné, on a un changement de régime, on a l'éthanol qui apparaît. Donc, quand il n'y a plus de dioxygène, regardez, la flexion de la courbe rouge, elle atteint le 0 au moment où la courbe verte commence à augmenter. Enfin, c'est pas la courbe qui augmente, c'est le taux d'alcool dans le sang représenté par... Pas dans le sang, ouh, je suis fatiguée. Le taux d'alcool de la suspension de levure représenté par la courbe verte augmente. Ah, bah oui, une courbe elle augmente pas ou elle diminue pas. C'est comme quand vous dites la courbe elle monte ou la courbe elle descend. Ben non, elle a pas des pieds, elle monte pas les escaliers. Hein, faites attention à ça dans vos copies. Vous voyez, quand on parle, on va trop vite. Et ben, je fais les mêmes bêtises que vous maintenant. Donc, on constate que quand il n'y a plus de dioxygène dans le milieu, les levures produisent de l'éthanol. On en déduit que les levures fermentent dans un deuxième temps. Donc, sur le graphique, on peut indiquer la fin de la respiration et le début de la fermentation. Si on suit maintenant l'évolution du pourcentage de dioxyde de carbone dans une suspension de levure, on a toujours notre injection de 3 ml de glucose. Au début, donc, on a du CO2 qui apparaît après l'injection de glucose et notre quantité de CO2 ne fait qu'augmenter. Elle augmente régulièrement. Mais par contre, ce CO2 a deux origines. Au départ, il provient de la respiration, c'est le cadre bleu clair. Et ensuite, il provient de la fermentation, c'est le cadre rouge avec les réactions. Hein. Donc, dans un premier temps, on a du CO2 qui provient de la dégradation par respiration. Mais quand il n'y a plus d'oxygène, la fermentation prend le relais. Donc, on a toujours production de CO2, mais par fermentation cette fois. Donc, il provient de toute façon, ce CO2, de la dégradation du glucose. Voilà pour la fermentation alcoolique. La fermentation maintenant lactique. Alors, l'exemple le plus caractéristique de fermentation lactique, c'est la fabrication du yaourt. Alors, ça, vous l'avez vu en 6e. Alors, vous avez pris un petit peu de yaourt, vous avez frotté sur la lame, vous avez mis du bleu de méthylène et vous avez essayé d'observer et vous n'avez rien vu. C'est normal, il faut grossir x 1000. Alors, même au lycée, c'est pas évident. On n'a pas tout le temps des microscopes qui ont des objectifs x 1000. En plus, le x 1000, c'est délicat. Il faut une huile à immersion. N'essayez jamais de mettre un objectif, de basculer un objectif x 1000 sur votre lame parce que l'objectif va toucher la lamelle et va démonter votre lame. Il faut mettre une petite goutte d'huile sur la lamelle pour que l'objectif glisse. C'est assez compliqué à faire. Donc c'est très rare que vous y arrivez. En général, on vous fait monter au x600 au microscope, on arrive quand même à voir quelques petits trucs. Alors on va pas voir cette belle image là qui est prise au microscope électronique. On va voir des espèces de chapelets bleus qui traînent dans du yaourt. Et vous serez tout content, vous verrez des chapelets avec des petits ronds, des chapelets avec des bâtonnets, mais vraiment tout petits. Et vous pourrez faire un joli dessin. Voilà, donc deux sortes de bactéries, lactobacilles. Alors les bacilles, ce sont comme des bâtonnets. Et le streptocoque, c'est une coque comme les coquillages, c'est rond. Voilà. Donc si on mesure le pH, on trouve une valeur de 5. Donc on a un milieu qui est acidifié. Et c'est le lactate qui provoque cette acidification, l'acide lactique. Cette acidification, elle va faire cailler le lait. En fait, elle fait changer la structure d'une protéine du lait, la caséine, qui va coaguler. Donc au départ, on a du lait. Dans le lait, on a de l'eau, des matières grasses, des protéines solubles et insolubles, et du lactose. Et les caséines sont capables de s'organiser. Alors, c'est pas régulier comme organisation, c'est de manière aléatoire. Elles forment ce qu'on appelle des micelles. Et donc, ces micelles s'associent entre elles pour faire des gros agglomérats. Et ça permet en fait de faire coaguler le lait. Et c'est ce qui est le yaourt, quoi. Vous mangez des micelles de caséine. Donc, au niveau bilan, la voie métabolique de la production d'énergie par fermentation lactique, elle va démarrer comme la fermentation alcoolique par une glycolyse. Les acides pyruviques, par contre, vont donner directement deux acides lactiques par régénération du transporteur H et grâce à des enzymes. Donc la régénération dans l'hyaloplasme est importante. Et on peut donc écrire ici une équation bilan générale, c'est qu'en absence de O2, certaines cellules eucaryotes réalisent la fermentation. On passe donc de glucose à un résidu organique. Hein, l'éthanol, c'est organique.
L'acide lactique, c'est organique, ce ne sont pas des molécules minérales. Donc on a un résidu organique et de l'énergie. Si on compare maintenant respiration et fermentation. La respiration, elle démarre par la glycolyse dans le hyaloplasme, comme la fermentation. La respiration va se poursuivre dans la matrice mitochondriale avec le cycle de Krebs, aucune étape dans la matrice en fermentation. Ensuite, sur la membrane interne des mitochondries, on va avoir la chaîne respiratoire et les ATP synthase, alors que pour la fermentation, il n'y a rien qui se passe dans les mitochondries. Le bilan énergétique maintenant, en respiration, 2 ATP de glycolyse, 2 ATP de mitochondrie, cycle de Krebs, 32 ATP de mitochondrie sur l'ATP synthase, on va avoir un total de 36 ATP. Pour la fermentation, uniquement la glycolyse dans le hyaloplasme, rien dans la mitochondrie, on a donc un bilan de 2 ATP. Vous voyez donc que respiration et fermentation sont deux réactions métaboliques qui fournissent de l'énergie, la respiration étant le métabolisme le plus rentable au niveau production d'ATP et le métabolisme par défaut. C'est-à-dire que la fermentation ne va s'enclencher qu'en cas d'absence de dioxygène. C'est pour ça que dans des expériences, on a souvent un retard de déclenchement d'enregistrement de CO2 ou d'éthanol. Tout simplement, c'est parce qu'il faut que la cellule s'adapte au milieu où il manque de l'oxygène, qu'elle adapte son bagage enzymatique pour pouvoir digérer les différentes molécules en absence de dioxygène.